Alors, dernière partie donc sur la remise en cause de l'état absolu. Vous remarquerez juste au passage que l'on n'est donc pas dans ce chapitre dans un plan qui est chronologique, mais qui est thématique, puisqu'on a expliqué la mise en place de cet état absolu qui s'affirme et les moyens mis en œuvre pour cela. Et puis là, on va être dans l'étude des limites. Même si à chaque fois, on progresse de manière plus ou moins chronologique, on est là dans un plan qui ne l'est pas à proprement parler. Alors, comment est-ce que ce pouvoir est remis en cause? Premièrement, parce que l'autorité royale, elle est limitée. C'est notre première sous-partie. Pourquoi? Eh bien parce que ce pouvoir a beau être absolu, il ne peut être peut-être dictatorial, auquel cas il pourrait être renversé. C'est ce qu'on verra aussi avec la Révolution française. En attendant, il y a plusieurs contre-pouvoirs. Tout d'abord, ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Ce sont un ensemble de principes de droit public qui régissent le fonctionnement du royaume et notamment sa transmission. Le roi, par exemple, ne peut céder à une puissance étrangère un territoire, puisque il doit transmettre à son fils aîné l'intégralité territoriale du royaume. Deuxième élément, c'est la tenue d'états généraux. J'en ai parlé plus tôt. Il s'agit de réunir pour avis des représentants des trois ordres, donc le clergé, la noblesse et le tiers-état. Néanmoins, ces états généraux ne sont jamais réunis entre 1614 et 1789. Enfin, les parlements et notamment celui de Paris, eh bien, voient leur pouvoir augmenter. Les édits royaux qui concernent un sujet précis et les ordonnances, comme l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui regroupe une pluralité de questions. Donc ces actes législatifs royaux sont inscrits dans les registres des parlements pour pouvoir rentrer en vigueur. D'ailleurs, ces parlements disposent de ce qu'on appelle un droit de remontrance, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des remontrances, des reproches, des remarques à l'encontre des politiques menées, notamment sur le plan fiscal, par le roi. Par contre, le roi, en convoquant ce qu'on appelle un lit de justice, est en mesure de passer en force malgré la remontrance d'un parlement. De plus, la monarchie est contestée, c'est notre petit 2. Elle est contestée déjà par les grands, c'est-à-dire par les nobles. Oui, c'est logique, on a un pouvoir royal qui s'est renforcé au détriment de qui? Au détriment des grands, qui pouvaient être et qui sont encore assez puissants et qui voient d'un mauvais œil la mise en place de ce pouvoir absolu. Alors ces grands, ils s'agitent, ils complotent, ils fomentent de nombreux coups, notamment quand Marie de Médicis, au début du règne de Louis XIII, son fils est jeune, elle est régente et les grands s'agitent énormément. Les grands ne sont pas les seuls à s'agiter. Dans la population, on est au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, dans une période d'intenses et de très nombreuses révoltes. Il ne faut pas croire que ces révoltes, elles arrivent juste avant la Révolution française. On est dans une période où les mouvements, notamment les croquants, les nu-pieds, etc., eh bien, tous ces mouvements de révolte de paysans, entre autres, sont extrêmement nombreuses. On se plaint des guerres incessantes, on se plaint d'élevés d'impôts toujours plus écrasantes. Mais la révolte et la remise en cause la plus importante du pouvoir royal, ça va être ce qu'on appelle la Fronde, qui se déroule de 1648 à 1653. Alors, on est dans une période particulière qui est celle de la minorité de Louis XIV. Le pouvoir est dans les mains d'Anne d'Autriche, qui est la régente et qui gouverne avec donc le cardinal de Mazarin. Et c'est une période rêvée pour les princes, et notamment celui qu'on appelle le Grand Condé, pour fomenter des révoltes. Le Grand Condé, notamment, s'inquiète du pouvoir absolu royal. Les grands dénoncent également
eux aussi les guerres et les hausses constantes d'impôts qui sont adoptées sans leur consentement. Cette fronde dégénère en guerre civile et le jeune Louis est obligé de fuir et de partir en exil. Néanmoins, eh bien, cette fronde des princes est un échec et Louis XIV va revenir triomphalement à Paris et de ce fait renforcer son pouvoir, asseyant de manière définitive le pouvoir absolu. Donc la fronde est à la fois un épisode de remise en cause profonde du pouvoir royal, une crise majeure, mais qui va donc renforcer ce même pouvoir royal. Malgré finalement l'échec de la fronde, eh bien les critiques vont continuer, notamment chez un certain nombre de penseurs, notamment chez ceux comme Fénelon qui dénoncent les guerres incessantes et les impôts importants, qui dénoncent également la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui est perçue par certains comme une erreur fondamentale. Et puis, il y a des théoriciens protestants comme François Othman, que l'on désigne sous l'appellation de monarchomaques, et ces derniers appellent la population à résister contre le monarque qui est perçu comme tyrannique. On est à l'époque, encore une fois, au lendemain donc de la révocation de l'édit de Nantes, je l'avais dit, du départ d'un certain nombre de protestants français. Ils sont près de 180 000 entre 1680 et 1715 à quitter le royaume de France. Et c'est là aussi qu'on va retrouver un certain nombre de protestants qui vont s'établir en Amérique du Nord et notamment dans ces colonies anglaises d'Amérique du Nord qui sont en passe de devenir donc les États-Unis. Parfois, cette contestation peut conduire au régicide, c'est-à-dire à l'assassinat du roi. Henri III est tué, mais l'épisode le plus célèbre est l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, donc en 1610. Voilà donc pour ce chapitre, avec donc l'agrandissement considérable du royaume de France, la mise en place pour contrôler cet État d'une administration qui permet de contrôler sur le plan de la justice, mais également sur le plan fiscal l'État. Cette politique de prélèvement de l'impôt permet de financer notamment la guerre qui confère au royaume sa puissance. Et cela permet également le développement de l'économie du royaume, notamment à travers la politique mercantiliste de Jean-Baptiste Colbert. Ne pas oublier donc l'objet de cette dernière partie, l'ensemble des contestations et révoltes de ce pouvoir royal absolu, au premier rang desquels la Fronde, qui est un épisode majeur qu'il vous faut comprendre. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre.